Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Monsieur Schreiber, Marc. Je travaille à la Chambre d'agriculture de l'Aube, avec pour mission essentiellement l'accompagnement des jeunes agriculteurs lors de leur installation. Donc, que ce soit sur leur parcours de formation ou bien éventuellement sur le montage de leur dossier de demande d'aide auprès de l'administration. J'ai aussi une autre mission qui est l'accompagnement d'exploitants agricoles sur leur exploitation quand ils ont besoin d'y voir un peu plus clair. Donc, je réalise ce qu'on appelle des audits globaux d'exploitation. Et puis enfin, je m'occupe également des agriculteurs en difficulté avec un travail plus d'accompagnement auprès des créanciers pour essayer de trouver des solutions à leurs problématiques et puis voilà, de les accompagner dans leur futurs projets. Donc, je vais mettre en route mon montage diapo. Voilà, hop. Alors, donc on m'a demandé d'intervenir sur l'entreprise agricole, notamment les statuts juridiques, statuts sociaux et puis statuts fiscaux. Donc, ce n'est pas une thématique forcément très simple, qui est très vaste aussi. Donc, je vais simplement me limiter à vous tracer les grands traits. Moi, ce que je vous conseille fortement, c'est si vous avez en tête de vous installer sur une exploitation agricole, eh bien, c'est de prendre contact avec votre centre comptable et notamment le service juridique pour explorer justement ces différentes hypothèses d'installation, soit entreprise individuelle, soit société. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là à se poser quand on s'installe. Donc, moi, je vous conseille de faire ça fortement. Alors, s'il y a des questions pendant mon intervention, vous pouvez les poser via le chat. J'y répondrai à la fin de mon intervention. Je reviendrai sur le chat et puis je répondrai à vos questions éventuelles. Donc, je commence. Qu'est-ce qu'une entreprise agricole? Donc, il faut commencer par une définition, effectivement, de ce qu'est une entreprise agricole. Donc, une entreprise agricole, elle se définit selon trois critères. Il y a un critère juridique. Donc, le critère juridique, c'est quelle est la nature de ces activités? Est-ce que c'est du maraîchage? Est-ce que c'est de l'élevage? Enfin, voilà. Il y a un critère social qui est le régime social auquel appartiennent les personnes. Et le dernier critère, c'est un critère fiscal. Donc, quel est le régime d'imposition de l'entreprise? Donc, on dit qu'une entreprise agricole est agricole lorsqu'elle réalise des activités dites agricoles. Hein. Ça tombe sous le sens, mais c'est comme ça. Donc, il y a des activités dites agricoles par nature. Donc, ça, ce sont les productions. Donc, ça, c'est compréhensible par tous. Hein, si vous faites de la culture, de l'élevage, enfin voilà, toutes sortes de productions. Il y a des activités dites agricoles par attachement. Donc là, c'est en fait une continuité de la production. Donc ça peut être de la transformation de produits, ça peut être une vente directe sur l'exploitation, ou ça peut être aussi un support, une activité qui est comme support l'entreprise agricole. Hein, par exemple, vous avez les accueils à la ferme, les gîtes, ce genre de choses. Et le dernier critère, c'est par définition de la loi. Alors, par définition de la loi, c'est par exemple l'entraînement des équidés. Un centre équestre, par exemple, qui ne fait que des cours de manège, mais qui ne fait pas, par exemple, soit de l'élevage de chevaux ou du débourrage, n'est pas considéré comme une entreprise agricole. C'est considéré comme une entreprise, une activité commerciale. Par contre, s'il fait du débourrage, il passe en activité agricole. Ça, c'est un exemple.
Et puis, vous avez aussi la production d'énergie, hein, avec des matières premières de l'entreprise. Hein, ça peut être du biogaz, de l'électricité, voilà, ce genre de choses. Donc, l'activité agricole, elle peut être exercée donc soit par un individu seul, donc c'est l'entreprise qu'on appelle individuelle, ou soit au sein d'une société, hein, la société agricole. Donc, on a trois principales formes, hein, en agriculture de société. On a ce qu'on appelle l'EARL, l'entreprise agricole à responsabilité limitée. On a le GAEC, qui est le groupement agricole d'exploitation en commun. Et on a la SCEA, la société civile d'exploitation. Alors, s'installer sur une société agricole, ça peut présenter un certain nombre d'avantages. L'avantage principal, c'est de pouvoir dissocier les patrimoines privés et les patrimoines professionnels. Ça peut être aussi l'occasion d'une transmission qui soit plus facile à organiser. C'est plus facile de transmettre, par exemple, des parts sociales que de transmettre du cheptel, des bâtiments, etc., du foncier, enfin voilà. C'est quand même un peu plus simple. On peut avoir aussi pour but d'optimiser les prélèvements sociaux et fiscaux, ce qui est possible quand on est en société, hein, puisqu'il y a certaines choses qui peuvent être mises en place pour optimiser ces choses-là. Et puis, on a aussi la possibilité, quand on est en société, de rémunérer les capitaux propres et ce qu'on appelle les mises à disposition du foncier. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui a du foncier en nom propre peut très bien mettre à disposition ce foncier auprès de la société et donc en tirer un petit peu de revenus de ce côté-là. Voilà. Et puis, il faut savoir qu'une société, ça ne meurt pas, donc ça permet, quand on crée une société, de pérenniser la structure. Voilà à peu près les principaux avantages qui existent. Donc, le choix de la forme juridique, elle dépend principalement donc, du nombre d'associés, du montant du capital social qu'on engage, de l'implication des associés dans le travail. Donc, est-ce que l'associé est exploitant, c'est-à-dire est-ce qu'il travaille sur l'exploitation, ou bien est-ce que c'est simplement un apporteur de capitaux? Et ça dépend aussi de la responsabilité que l'on veut engager dans sa société. Donc ici, je vous ai fait un petit tableau qui résume ces choses-là. Donc on a quatre cas de figure, l'entreprise individuelle, le RL, le GAEC, la SCEA. Donc pour l'entreprise individuelle, bon, forcément c'est une seule personne, hein, ça c'est logique. On n'a pas d'apport de capital social en entreprise individuelle. Par contre, la responsabilité est illimitée, c'est-à-dire que en cas d'endettement de votre société, eh bien, vous vous engagez sur la totalité de la dette. Et vous participez obligatoirement aux travaux de l'exploitation. Pour une ERL, donc une société ERL, il faut être de 1 à 10 personnes. Donc une seule personne, c'est ce qu'on appelle le ERL unipersonnel. Ça peut aussi exister. En termes de capital social, il faut apporter un capital social qui soit supérieur à 7 500 €. Et par contre, la responsabilité, elle est limitée au capital social qui est engagé. Ensuite, pour la participation des travaux, elle est obligatoire pour les associés exploitants et il faut que ces associés exploitants aient plus de 50% du capital. C'est-à-dire que les 49% autres peuvent être apportés par des personnes qui ne travaillent pas sur l'exploitation. Donc ensuite, on a le GAEC. Donc le GAEC, c'est
au minimum 2 personnes, un maximum 10, un capital qui doit être supérieur à 1 500 €. La responsabilité, elle est limitée à 2 fois le capital social. Et par contre, là, les associés participent obligatoirement aux travaux. On ne peut pas être dans un GAEC et puis travailler ailleurs à côté. Ou alors, il faut faire une demande de dérogation et c'est limité à un certain nombre d'heures par année. Si la dérogation est acceptée, bien sûr. Pour la SCEA, donc c'est un minimum de 2 personnes. Le capital social, lui, il se limite à 1 euro maxi, enfin minimum 1 euro hein, plutôt. La responsabilité, par contre, elle est illimitée dans ce cadre-là. Et on n'a pas, par contre, d'obligation de participation aux travaux. Donc voilà, en gros, hein, un petit peu résumer les différentes possibilités. Donc, en termes d'apport, hein, qu'est-ce qu'on peut apporter dans la société? On peut apporter ce qu'on appelle des apports en nature. Donc, les apports en nature, ce sont des apports qui peuvent être meubles. Alors, meubles, c'est les stocks, par exemple, des animaux. Et puis, on peut apporter également ce qu'on appelle des immeubles. Donc, ça peut être soit du foncier, du bâtiment, enfin, c'est ce genre de choses. On peut aussi faire des apports qu'on appelle en numéraire. Donc là, c'est de l'argent sonnant et trébuchant. Et enfin, des apports en industrie. Donc les apports en industrie, en fait, c'est sa force de travail qu'on apporte à la société. C'est son savoir-faire. C'est ce genre de choses. Et puis enfin, il faut savoir que créer une société, c'est aussi un certain nombre de démarches administratives à remplir. Donc, ces démarches, elles sont, je dirais, diverses et variées, mais bon, elles sont quand même assez importantes. Donc, il faut bien que vous ayez en tête que si vous créez votre société, vous aurez à faire un certain nombre de démarches dans ce sens. Alors, en termes de statut social maintenant, les personnes travaillant dans une entreprise agricole dépendent de l'organisme de protection sociale qui s'appelle la MSA, la Mutualité sociale agricole. Et un chef d'exploitation d'entreprise agricole peut avoir 2 statuts, soit cotisant de solidarité, soit chef d'exploitation. Donc, on dit que ça dépend de l'AMA, hein, l'AMA, l'activité minimale d'assujettissement. Donc, qui prend en compte la surface ou le temps consacré à l'activité et les revenus dégagés. Donc ici, sur ce petit tableau, je vous ai résumé un petit peu comment ça marche. Donc on a ici l'AMA, le statut cotisant de solidarité, le statut chef d'exploitation. Donc, si votre SMA, hein, votre surface minimale d'assujettissement, c'est comme ça que ça s'appelle, la SMA, qui est fixée par arrêté préfectoral en fonction des activités. Donc, si cette SMA est au-dessus d'un quart, supérieur à un quart et inférieur à 1, vous pouvez être cotisant solidaire. Donc, ces surfaces minimales d'assujettissement, je le disais tout à l'heure, c'est fixé par arrêté préfectoral. Donc, pour vous donner un exemple, si, admettons, vous souhaitez vous créer une exploitation de maraîchage, dans l'Aube, maraîchage plein champ, la SMA, c'est 1 hectare. Par contre, si vous faites du maraîchage sous serre, la SMA, ça sera 0,25 hectares. Vous voyez. Et puis, si vous faites de la polyculture ou de l'élevage, la SMA, là, elle passe à 17 hectares 50. Donc, vous voyez, c'est vraiment en fonction de l'activité que vous voulez faire qui va déterminer cette fameuse SMA. Et alors après, si la surface, cette SMA est supérieure à 1, vous passez chef d'exploitation. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, donc c'est soit l'un, soit l'autre, on regarde le temps de travail.
Donc là, bon là, une petite erreur sur le tableau, hein, ce n'est pas surface, hein, c'est temps de travail qui est au milieu. Si vous passez plus de 150 heures et moins de 1200 heures par an sur votre activité, ben, vous pouvez être cotisant solidaire. Si vous dépassez les 1200 heures, vous passez chef d'exploitation. Et enfin, le troisième critère qui, lui, est compris dans ce calcul, c'est le revenu. Donc le revenu, ben, soit il est inférieur à 800 SMIC et vous êtes cotisant solidaire, soit il est supérieur à 800 SMIC et vous passez chef d'exploitation. Donc 800 SMIC, le SMIC qui étant à 10,15 €, ça vous fait en gros 8 000, un peu plus de 8 000 €, hein, 8 120 € par an de revenus. Alors, il existe d'autres statuts sociaux pour les travailleurs qui travaillent sur l'exploitation et qui ne détiennent pas de capitaux. Donc, on a le statut de salarié agricole. Bon, ça, c'est assez compréhensible, hein. Voilà, vous avez votre fiche de paye, hein, vous êtes salarié, tout simplement. Il y a le statut d'aide familiale, bon, qui lui est un peu particulier. C'est que vous faites du travail sur l'exploitation de votre papa, et puis mais vous n'êtes pas rémunéré, donc vous pouvez obtenir ce statut d'aide familiale. Bon, il faut savoir qu'il faut être âgé d'au moins 16 ans pour ce statut, et puis que ce statut est quand même limité à 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, il faut que vous changiez de statut à ce moment-là. Et puis le statut conjoint collaborateur, donc ça, souvent ce sont par exemple, le mari est exploitant agricole, la femme travaille sur l'exploitation mais ne dégage pas de salaire. Eh bien, elle peut être considérée comme conjointe collaboratrice. Et l'intérêt de ça, c'est de pouvoir bénéficier justement d'une protection sociale, hein, pour tout ce qui est accident du travail, maladie, ce genre de choses. Ça assure une protection sociale. Donc après, une fois qu'on a notre statut social, on a forcément derrière des cotisations sociales. Donc ces cotisations sociales, elles dépendent donc de notre statut, du statut social. Elles dépendent aussi du temps consacré à l'activité agricole, parce que vous pouvez de plus en plus maintenant, on voit de plus en plus de jeunes qui s'installent en double actif, hein, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois, ils reprennent par exemple une exploitation agricole, mais bon, ils estiment que leur revenu n'est pas suffisant, ou le revenu n'est véritablement pas suffisant. Donc, ils gardent une activité extérieure à l'exploitation agricole pour compléter leurs revenus. Donc ça, en fonction de ce que dégage l'une ou l'autre activité, vous serez considéré comme exploitant à titre principal ou exploitant à titre secondaire, si l'activité extérieure dégage plus de revenus que votre activité agricole. Et puis, ça dépend bien sûr des revenus dégagés par l'activité agricole, puisque c'est là-dessus que sont calculées les cotisations sociales. Donc après, vous voyez un petit peu la liste, hein. Je ne veux pas la détailler avec les noms un peu barbares là, qui y figurent, mais voilà un petit peu toute la liste des cotisations sociales qui sont demandées. Donc, vous avez cotisation de solidarité. Bon, ça, là, forcément, c'est uniquement les cotisants solidaires, hein, qui cotisent là-dessus. Après, vous avez la maladie, la retraite, la solidarité, les prestations familiales, la contribution à la formation professionnelle continue, hein, puisque vous cotisez pour ça. Donc, ça vous permet après de faire des formations tout au long de votre parcours professionnel. En ayant éventuellement, enfin même, c'est même pas éventuellement, c'est sûr, en ayant donc des aides de l'organisme qui s'appelle Vivea, qui vous permettent justement de financer une partie de ces formations. Et puis vous avez des cotisations accidents du travail, maladie professionnelle, et ce qu'on appelle un fonds de mutualisation sanitaire et environnementale. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Ce que
que je vous préconise, si vous voulez aller plus loin dans ce travail-là, c'est de regarder sur le site de la MSA, à la rubrique exploitant. Et le site est très bien fait, donc il y a plein d'explications et de détails sur tout ça. Donc voilà, je vous incite fortement à aller voir sur ce site. Et puis la dernière partie de mon intervention, c'est concernant le statut fiscal. Donc le fisc, c'est les impôts. Donc les revenus tirés de l'exploitation de biens ruraux sont imposés fiscalement en tant que bénéfice agricole, le BA. Et il existe 3 régimes d'imposition du bénéfice agricole en fonction du chiffre d'affaires dégagé par l'entreprise. Donc, si vous dégagez un chiffre d'affaires annuel qui est inférieur à 85 800 €, c'est des moyennes, moyenne triennale normalement, eh bien, vous pouvez rester ce qu'on appelle au micro-BA. Par contre, si vous les dépassez, vous passez à ce moment-là au régime simplifié. Et après, si vous allez au-dessus de 365 000 € de chiffre d'affaires, vous passez ce qu'on appelle le régime normal. Donc, le régime d'imposition des bénéfices agricoles, il influe sur les modalités de calcul des bénéfices imposables. Donc, le micro-BA. Le micro-BA, c'est un peu particulier, c'est le premier statut fiscal. Il est assez simple, parce que l'intérêt, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir une comptabilité détaillée quand vous êtes au micro-BA. Il vous suffit d'une comptabilité simplifiée, c'est-à-dire qu'il vous demande simplement un livre de recettes. Qu'est-ce que vous avez vendu, quel chiffre d'affaires vous avez fait sur votre année. Et c'est sur ce chiffre-là qu'ils vont donc déterminer votre bénéfice imposable. Donc, le micro-BA, c'est un forfait. Donc, ils prennent 13% des recettes. C'est une moyenne triennale. Donc, c'est une moyenne sur 3 ans. Ils prennent 13% de vos recettes et c'est sur ces 13%-là qu'ils vont vous imposer. Donc, vous avez donc un abattement de 87% sur vos recettes. Donc, à titre d'exemple, j'ai fait un petit calcul. Si vous déclarez 50 000 € de recettes sur votre année, admettons, eh bien, vous ne serez imposé que sur 6 500 € de ces 50 000, soit un abattement fiscal de 43 500 €. Donc, vous voyez que c'est relativement intéressant pour des petites exploitations qui ne dégagent pas forcément un chiffre d'affaires extraordinaire, qui reste en dessous des chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, parce que d'une part, ça simplifie quand même bien tout ce qui est comptabilité. Et puis, l'imposition n'est pas non plus énorme. Après, vous avez le régime du réel normal ou réel simplifié. On les a mis ensemble parce qu'en fait, c'est quasiment le même système. Ils ont tous les deux la même base d'imposition, en fait. La seule différence entre les deux, c'est que vous avez des pièces justificatives à fournir qui sont plus importantes dans le cas d'un régime réel normal. C'est le dernier régime qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le bénéfice imposable pour ces régimes-là, c'est ce qu'on appelle le résultat net. Donc, en gros, c'est l'ensemble de vos produits moins l'ensemble de vos charges. Donc, on fait produits moins charges, et puis ce qui reste, eh bien, on vous impose sur le reste. Voilà. Écoutez, voilà, je pense que moi, j'en ai terminé pour mon intervention. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que s'il y a des interrogations de votre part, dans le chat, j'y répondrai. Et puis, je vous incite aussi à continuer la visite de ce salon virtuel, parce que je pense que ce n'est pas terminé, puis qu'il y a encore pas mal de choses intéressantes à voir. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir des renseignements sur votre installation, comment ça peut se faire, votre projet, échanger sur votre projet, etc., de contacter la Chambre d'agriculture. On est là pour ça. On est une équipe de conseillers d'entreprise qui pouvons vous renseigner sur toutes ces problématiques-là. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à nous.
Et je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée.